Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette vidéo, une vidéo en fait absolument essentielle qui tombe systématiquement, quasiment systématiquement à l'examen dans le cadre du DCG. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs des organes de gestion. Alors nous étudierons en fait spécifiquement les pouvoirs des organes de gestion dans une SARL et nous focaliserons en fait notre attention sur le cadre de la gérance unique. J'attire votre attention qu'en effet, il se peut effectivement qu'il y ait une gérance collégiale, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs gérants et auquel cas, en fait, on étudiera également par la suite le système de fonctionnement. Alors, j'attire votre attention également sur le fait que pour celles et ceux qui passent le DCG en droit des sociétés, que vous devez connaître en fait l'article 218-18 du Code du commerce. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée, y compris par les actes du gérant qui dépassent l'objet social, à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la simple publication des statuts ne suffise à constituer cette preuve. C'est un petit peu en fait des termes, selon vous, je vous vois notamment certainement derrière votre canapé des termes un petit peu barbares. Je vous propose en fait de les étudier dès à présent et en tout cas de les maîtriser. En tout cas, dès à présent, sachez que vous devez, c'est un article que vous devez manifestement connaître, qui est fondamental, qui est fondateur, qui est fondamental dans le cadre du DCG en droit des sociétés et qui tombe quasiment systématiquement à l'examen. En tout cas, qui est susceptible largement de tomber. Alors, nous étudierons, pour revenir à ce que nous disions, nous étions en train de dire, pardon, nous allons étudier en fait les pouvoirs des organes de gestion dans une SARL. Et on va faire en fait le cas spécifique de la gérance unique. Alors, sur les pouvoirs du gérant dans une SARL, nous allons voir la gérance unique, nous allons voir systématiquement les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés et les pouvoirs du gérant dans les rapports entre les tiers. Et nous ferons également des exemples d'application. Alors, sur les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société, c'est-à-dire par exemple un recrutement de personnel. Si le gérant n'a pas agi dans l'intérêt de la société ou en cas de violation d'une clause statutaire limitant ses pouvoirs, les associés pourront éventuellement procéder à la révocation du gérant. Et dans ce cadre-là, dans ce cas précis, le gérant étant révoqué pour juste motif, sera privé de dommages et intérêts. J'attire votre attention sur le fait qu'il existe en fait des clauses statutaires, c'est-à-dire une partie des statuts. Alors, il y en a certains qui vont me dire, c'est quoi en fait les statuts? En fait, ce sont les règles qui régissent le fonctionnement de la société, c'est-à-dire les rapports notamment entre associés et en fait toutes les règles en fait, qui véhiculent le système de fonctionnement de la structure sociétaire en question. Alors, sur le fait est que les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts. Et dans le silence des statuts, le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Donc, je le dis, je le répète, dans le silence des statuts, c'est-à-dire que si le statut ne fixe pas en fait les pouvoirs du gérant, en fait, le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. En vertu de l'article « Les pouvoirs du gérant dans les rapports vis-à-vis des tiers », alors je sais que ce n'est pas évident en fait à comprendre ce vocabulaire, mais on va le faire notamment dans le cadre des exemples d'application. Et en fait, en vertu de l'article L218-18 du Code du commerce, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée, y compris par les actes du gérant qui dépassent l'objet social, à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la simple publication des statuts ne suffise à constituer cette preuve. Il est à noter par ailleurs que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Alors, cette question en fait est fondamentale. Je vous propose en fait d'étudier dès à présent le système de fonctionnement, notamment au travers d'exemples d'application, de cas pratiques pour bien voir le système de fonctionnement, parce qu'il y en a certains des fois que je n'ai pas la chance en tout cas de vous voir, mais il y en a certains qui froncent peut-être les sourcils, j'espère pas trop en tout cas.
et on va étudier en fait ensemble le système de fonctionnement. En tout cas, vous allez bien comprendre le système de fonctionnement. Alors, je vous propose en fait d'effectuer un exercice d'application. Un exercice d'application, essayez de vous imaginer, on a une SARL, Marot, dont les gérants est M. Dupuis, qui est spécialisé dans la vente de produits de maroquinerie. M. Dupuis, nommé gérant, décide de lancer dans le commerce de voitures. J'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, si vous avez une société de maroquinerie, mettons, on crée une société de maroquinerie ensemble. Il est certain que si on se lance avec cette même structure sociétaire dans le commerce de voitures, eh ben, c'est un acte qui dépasse manifestement l'activité de l'entreprise. Et oui, parce que nous sommes spécialisés dans la maroquinerie. Or, justement, en l'État, on essaie de se mettre dans le commerce de voitures. On a bien dépassé ce que l'on appelle l'objet social, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, donc ce par l'intermédiaire de la société Marot. Pour cela, M. Dupuis procède à l'acquisition de 2 voitures de luxe pour 90 000 €. Or, ça pose problème. Ça pose problème parce que on peut se demander en fait si l'acte effectué par M. Dupuis est-il valable. Selon vous, est-ce que le fait d'avoir une société de maroquinerie, le gérant achète des voitures de luxe, est-ce que l'acte est valable ou pas? Il y en a certains qui, j'entends oui, il y en a certains non, certainement. En tout cas, c'est ce que je vous propose de voir dès à présent dans le cadre général de ce cours. Et je répondrai que l'acte est valable. Néanmoins, le gérant va pouvoir engager sa responsabilité. Alors, pour quelle raison? Parce que je vous ai dit que le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Donc, l'acte est manifestement valable. Alors, le problème, c'est qu'il y en a certains qui vont me dire, derrière leur écran, qui vont se dire « D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois répondre directement à la question est-ce qu'il y a un formalisme à appliquer ?» Il y a un formalisme dans le cadre de l'examen, c'est-à-dire qu'on doit poser une question de droit, on doit énoncer la règle de droit, appliquer en l'espèce et conclure. C'est en tout cas stricto sensu ce que je vous propose de faire dès à présent pour que vous y voyez plus clair. Alors, la question, c'est que l'acte effectué par M. Dupuis est-il valable? Alors, on va poser en fait la question de droit. Par exemple, quels sont les pouvoirs du gérant dans une SARL? La règle de droit, c'est ce qu'on a vu systématiquement dans les rapports entre associés et dans les rapports entre les tiers. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts. Et dans le silence des statuts, le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Alors, on note en fait systématiquement dans les rapports entre associés, dans les rapports entre les tiers. Alors, je le dis, je le répète, cet article est fondamental parce qu'en fait, il est susceptible de tomber à l'examen et il faut l'apprendre par cœur. En vertu de l'article L218-18 du Code du commerce, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Et vous rajoutez en fait ensuite que la société est engagée, y compris par les actes du gérant qui dépassent l'objet social, à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts ne suffise à constituer cette preuve. Il est à noter également que les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers et on verra notamment la signification par la suite. Alors, le gérant est investi, on note la règle de droit. Qu'est-ce qu'on vous dit? La société est engagée, y compris par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social. Par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social. Je vous rappelle que nous sommes une société de maroquinerie. Donc, nous sommes une société de maroquinerie et on a dépassé en fait manifestement l'objet social. Et que dit l'article? La société est engagée, y compris par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social. Donc, ça veut dire que la société est engagée. L'acte est valable, c'est-à-dire que la validité de l'acte n'est pas remise en question par la circonstance, je dirais, du fait que le gérant aurait effectivement violé, en fait, en tout cas, serait allé au-delà de l'objet social. L'acte est valable, à moins que le tiers en avait connaissance ou savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu de circonstances. Donc, en fait, grosso modo, sauf mauvaise foi des tiers. Mais essayez de vous imaginer, la personne qui vous vend des voitures de luxe n'est pas au courant forcément que vous avez dépassé l'objet social. Donc, il n'y a pas, en fait, stricto sensu, il n'est pas obligé de regarder en fait dans les statuts pour voir quelle est l'activité de la société, parce que vous imaginez bien que ce serait quand même embêtant de regarder systématiquement, dès lors que vous contractez,
l'activité de la société. Donc, dans le cadre de la SARL, on ne regarde pas en fait l'activité de la société, l'acte est valable et on doit systématiquement énoncer la règle de droit. Je le dis, je le répète, quels sont les pouvoirs du gérant dans la SARL, hein, dans ces types de structures sociétaires. Et en fait, énoncer, une fois que vous avez évoqué la règle de droit, vous évoquez la règle de droit dans les rapports entre associés, dans les rapports entre les tiers avec le dit article en question. Et après, vous appliquez en l'espèce, c'est-à-dire dans le cas si présent, la société, le rappel de l'énoncé, c'est qu'on a effectivement, je le dis, je le répète, une société Marot qui est spécialisée dans la vente de produits de maroquinerie. Hein. Monsieur Dupé est nommé gérant, il décide de s'en lancer dans le commerce de voitures. Donc vous êtes d'accord avec moi que la maroquinerie, ce n'est pas un commerce de voitures. Alors, comme ce n'est pas un commerce de voitures, l'acte, il demeure valable. Hein. Et en fait, systématiquement, hein, en l'espèce, dans l'application en l'espèce, qu'est-ce qu'on peut dire? En l'espèce, M. Dupuis, gérant d'une société de maroquinerie, a manifestement outrepassé ses droits et obligations en matière d'objet social. Il a dépassé en fait l'objet social en procédant à l'acquisition de véhicules de luxe destinés à la revente. Hein. Et en fait, une fois que vous avez énoncé cette circonstance, vous notez, vous concluez en stipulant le fait simplement qu'il en résulte donc que l'acte effectué par M. Dupuis reste néanmoins valable. Toutefois, M. Dupuis pourra avoir sa responsabilité engagée par les autres associés. Et oui, c'est important parce qu'essayez de vous imaginer, vous dépassez en fait l'objet social, ben forcément, le gérant va pouvoir voir sa responsabilité engagée eu égard au fait qu'il a dépassé l'objet social, il a outrepassé ses droits, ses devoirs et ses obligations. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a comme sanction? C'est ce qu'on verra en fait, notamment, il peut éventuellement voir sa responsabilité engagée, voire éventuellement être révoqué. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a certains dans des copies, hein, quand on corrige l'examen, qui marque Monsieur Dupuis peut être viré. Non, hein, on ne parle pas comme ça hein, en droit, on dit simplement Monsieur Dupuis peut être révoqué par ses associés et pourra avoir sa responsabilité engagée. Alors, on va faire un exemple d'application numéro 2. Hein, un exemple d'application numéro 2, j'espère en tout cas que vous y voyez plus clair. Jean est nommé gérant au sein même d'une SARL et engage des dépenses importantes de publicité d'un montant de 50 000 €. Ce sans l'accord des autres associés. Donc, on a Jean qui est gérant, qui dépasse en fait, qui manifestement investit massivement, c'est-à-dire 50 000 € de dépenses de publicité. Et toutefois, les statuts exigent l'accord unanime des associés pour tout acte supérieur à 10 000 €. L'acte est-il valable? En fait, qu'est-ce qu'on fait? La question de droit. Quels sont les pouvoirs du gérant dans une SARL? Donc, on a en fait Jean qui avait fait un acte d'un montant de 50 000 € et en fait, il n'a pas au préalable informé ses autres associés, alors même, quand bien même, si vous voulez, que les statuts exigent l'accord unanime des associés pour tout acte supérieur à 10 000 €. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des statuts. Je vous rappelle que les statuts sont les règles qui régissent le fonctionnement de la société. Donc, dès lors que vous avez les statuts, dès lors que vous avez les règles qui régissent les fonctionnements de la société, en fait, Jean a outrepassé ses droits. On dit qu'il a effectué une violation statutaire. D'accord? C'est-à-dire, je répète, je le dis, les statuts, ce sont les règles qui régissent le fonctionnement de la société. Or, en l'état, le montant était de 50 000 €, acte supérieur à 10 000 €. Donc, forcément, hein, il n'a pas consulté ses autres associés et on va poser la question de droit. Quels sont les pouvoirs du gérant dans une SARL? Et on répète en fait la même circonstance, c'est-à-dire dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts et dans le silence des statuts, c'est-à-dire que si les statuts ne prévoient pas rien en la circonstance, le gérant peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Alors, dans les rapports entre les tiers. Dans les rapports entre les tiers, hein, même remarque, hein, c'est pour cette raison en fait qu'il va falloir connaître cet article. Hein. J'attire à votre attention sur le fait que vous devez le connaître. Au même titre que quelques articles que je vous préciterai en fait de manière globale, hein, puisqu'en fait on fera également tous les articles, je passerai en revue tous les articles qu'il va falloir apprendre véritablement, parce qu'il y en a certains enseignants qui considèrent qu'il faut apprendre 42 articles, il y en a d'autres qui considèrent qu'il faut en apprendre 15, il y en a d'autres qu'il faut apprendre 20. Moi, je considère rien du tout, je considère ce que voit l'éducation nationale, d'accord? Ce
qui m'intéresse, c'est ce que voit l'Éducation nationale et je considère rien du tout. Simplement, on verra directement les articles en fait, à apprendre dans le cadre de la préparation aux examens. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée, y compris par les actes du gérant qui dépassent l'objet social, à moins que les tiers en avaient connaissance ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la simple publication des statuts ne suffise à constituer cette preuve. Et on rajoute en fait les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Alors le problème, c'est que c'était une clause statutaire là. On avait une clause des statuts. Donc il faut bien distinguer les clauses des statuts, c'est-à-dire les règles qui régissent le fonctionnement de la société, de l'objet social. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, dans ce cas-là, les statuts exigent l'accord unanime des associés pour tout acte supérieur à 10 000 €. Donc en l'état, qu'est-ce que ça veut dire les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant? Donc ça limite les pouvoirs du gérant, sont inopposables aux tiers. Le terme est un peu barbare. En fait, ça sous-entend qu'elle ne concerne pas les tiers. C'est-à-dire que les tiers, la personne qui contracte n'est pas concernée par ces clauses statutaires. Donc forcément, l'acte, essayez de vous imaginer, je vous recrute en tant que personnel, je vous recrute. Ou mettons, vous êtes employeur, vous me recrutez, d'accord? Vous me recrutez. Essayez de vous imaginer, on a une clause statutaire qui vous dit, qui dispose en fait que vous devez vous-même consulter au préalable tous les associés. Mais vous le faites seul, sans au préalable consulter les associés. Vous doutez bien que moi je serais embêté. Je serais embêté parce que si l'acte serait remis en cause, à la limite, j'y peux rien en fait que vous n'ayez pas consulté au préalable les autres associés. Donc l'acte est valable et néanmoins, on parlera de clauses inopposables aux tiers, c'est-à-dire les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers et on va faire en fait, une fois que vous avez fait cela, vous appliquez en l'espèce. En l'espèce, Jean a violé une clause statutaire, ce qui est vrai, en effectuant un acte supérieur à 10 000 €, ce sans le consentement des autres associés. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne concernent pas les tiers, étant inopposables aux tiers. Il en résulte donc que l'acte demeure néanmoins valable. Vous voyez, c'est important, c'est assez important. Et on va faire un troisième exemple d'application. Jean est nommé gérant au sein même d'une SARL et engage des dépenses importantes de publicité. Il recrute un commercial sans informer ses associés. Ce, malgré le fait que les statuts prévoient l'unanimité des associés. Donc c'est un peu le même cas pratique. Et on vous dit quels sont les pouvoirs du gérant dans une SARL. Je ne vais pas répéter à nouveau l'article que vous devez apprendre manifestement par cœur, je vous le dis. Et on vous rajoute les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. En l'état, de quoi il s'agissait? De dépenses importantes. Il recrute par ailleurs sans informer, ce malgré le fait que les statuts prévoient l'unanimité des associés, l'accord unanime des associés. Donc il n'a pas consulté les autres associés, mais en fait, comme c'est une clause statutaire et qu'elle ne concerne pas les tiers, l'acte est tout simplement valable. Et on va marquer en fait, en l'espèce, les associés ne pourront remettre en cause le recrutement opéré par Jean. Et en effet, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant étant inopposables aux tiers, l'acte effectué par M. Jean reste valable. Alors, au niveau de la synthèse, ce que l'on peut dire en fait dans le cadre général de ce cours, ce qui est important, c'est de connaître en fait l'article qui est derrière moi, que je ne vais pas répéter à nouveau là-dessus. Notez-le bien, quitte à me mettre en pause, notez-le bien, apprenez-le. C'est un des articles qu'il va falloir apprendre. Je vous le dis, je vous le répète, il est fondateur, il est très important et il va nous servir énormément dans le cadre des autres structures sociétaires. Également, je tenais à vous dire qu'on a fait quelques cas pratiques pour voir la méthodologie si particulière applicable en la circonstance dans l'examen. Dans le cadre de l'examen, vous posez systématiquement votre question de droit, la règle de droit, l'application à l'espèce, c'est-à-dire l'application dans le cas ci présent, et après vous concluez. Alors il y en a certains qui n'aiment pas conclure, je préfère en toute honnêteté que vous puissiez conclure parce que ça donne quand même une valeur ajoutée à votre copie. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair. Apprenez cet article, je vous en prie, c'est un des articles qu'il va falloir apprendre, c'est un article fondateur, je le dis, je le répète, qui est très important et qui va nous servir à nouveau. Voilà, sur cette note, essayez de laisser quelques commentaires sur la page web, si vous pouvez, quelques commentaires positifs dans la mesure de votre possible, si vous avez compris naturellement le cadre général de ce cours. Je vous remercie en tout cas immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt
à l'École nationale de comptabilité et gestion.